Salut tout le monde, bienvenue dans Ma Banque Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois deux experts dans le monde du e-sport et du e-gaming. Florent Dubois, bonjour Florent, et Adrien Khalil. Salut Adrien. Bonjour. Et on va parler, comme je le disais dans l'intro, e-sport et gaming. Adrien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Adrien Khalil. J'ai créé une association de gaming à Clermont-Ferrand. Du coup, on va fêter nos 5 ans là, au mois de mars. Et du coup, on fait plein d'événements autour du jeu vidéo. Le but, c'est d'avoir des équipes aussi après derrière. Et on est là pour démocratiser le gaming en gros. Donc, essayer de sensibiliser aussi pour les parents et pour bien jouer pour tout le monde, pour les enfants, etc. Ok. Tu as créé ton association dans quel but au départ? Démocratiser le gaming. Donc, c'est vraiment en général. Donc, faire du côté social, sportif et pop culture. Donc, c'est vraiment les 3 axes sur lesquels on s'était ciblé. Et du coup, là, on fait beaucoup d'événementiels pour essayer de se développer, se faire connaître. Et on essaie de parler à un plus grand public. Donc là, par exemple, on a fait un tournoi sur le Weebullying pour les anciens dans les EHPAD. Donc c'est une nouvelle action qu'on fait. Pour les mettre un petit peu aux jeux vidéo? Ils sont déjà un peu sur le jeu vidéo, mais c'est vrai que le Weebullying en compétition sur ça marche bien. D'accord. Et toi, Florent, tu es joueur semi-pro? C'est ça. Aujourd'hui, joueur semi-pro, anciennement joueur professionnel de Street Fighter. Je m'appelle Florent Dubois et je suis un peu plus connu sur la scène e-sportive sous le pseudonyme de Link Excello. Et ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de l'e-sport aujourd'hui. Avant de commencer vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, parce que je trouve que l'e-sport et le gaming, c'est vraiment un domaine qui est bourré de stéréotypes, est-ce qu'on peut commencer par mettre à bas ces stéréotypes et se dire, quand on est joueur, on ne fait pas que jouer H24? Toi, Adrien, j'ai cru comprendre que tu avais fait beaucoup de hockey. Je ne sais pas si tu en fais toujours d'ailleurs. J'en fais toujours, mais en loisir. Ouais. Mais oui, j'ai fait 20 ans de hockey et 10 ans en semi-pro, pareil. Donc, j'en ai pas vécu, mais j'étais en semi-pro. Donc, à haut niveau, on a joué en division 1, division 2 au niveau de la France. Et après, ce que j'amène aussi avec l'asso, c'est le côté sportif, dans le côté e-sport. Donc, tout ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai que le côté e-sport en France, c'est assez, c'est tout nouveau. Donc, les projets qui se construisent sont sont des fois pas très structurés. Et j'apporte cette expérience que j'ai eue dans le côté sportif, qui est déjà structuré dans le hockey, comme le foot ou le rugby, dans le côté sportif. Et il y a tout le côté santé mentale, santé physique, faire du sport à côté. Il n'y a pas que le jeu vidéo qui est important aussi, c'est faire des choses à côté. Je prends l'exemple du hockey, on avait 1 heure de glace par jour, mais à côté de ça, on avait 1 heure de muscu. On avait aussi une demi-heure de coach mental ou nutrition, etc. Donc c'est ce que j'essaie d'amener dans ce côté-là. Donc quand on est, par exemple, comme toi, Florent, joueur semi-pro, il n'y a pas que du jeu en fait. Tu as une préparation. Il n'y a clairement pas que du jeu. Dans les structures professionnelles, on va avoir, comme tu le disais, des coachs sportifs, des coachs mentaux, des nutritionnistes également. Le tout, c'est parce que les compétitions, c'est aussi des journées uniquement où on va essayer de performer. Donc il faut savoir être endurant, il faut savoir aussi faire face à l'échec. Donc il faut être préparé à tout ça. Et du coup, on va avoir des personnes qui nous accompagnent. Pareil, ça fait partie de notre entraînement, d'avoir un rythme vraiment conçu pour ça. Donc on va s'entraîner quelques heures parce qu'on ne peut pas rester concentré éternellement sur le jeu. Donc il faut avoir des entraînements structurés pour s'améliorer et faire de la performance. Quand est-ce que vous avez commencé à jouer tous les deux? Jeune, Adrien? Vas-y. Moi, dès tout petit, j'avais mon père qui jouait à la Sega. Donc Mega Drive, pour ceux qui connaissent, c'est assez ancien. Et il jouait déjà avec ses amis à ça, ils ont passé une nuit blanche déjà aussi. Parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde à ce moment-là. T'as les jeux où il n'y avait pas de sauvegarde, donc tu étais peut-être obligé de laisser la console allumée. Donc du coup, eux, ils sont passés une nuit blanche à jouer. Et puis moi, j'étais tout petit. Et du coup, depuis tout petit, je suis dessus. Depuis tout petit, t'es dessus. Ouais. Et toi? Pareil, moi je suis né, j'avais déjà des consoles à la maison. Et un grand frère, ça aide beaucoup. Ouais. Qui jouait? Exactement, qui jouait et qui surtout m'entraînait dans tout ça. Donc j'ai joué aux plus grandes licences des petits et j'ai joué notamment à des jeux de combat. Alors, j'ai pas commencé directement sur les jeux de combat, mais c'est vrai que j'avais un penchant pour cet aspect-là, notamment cette licence. Moi, j'étais très bercé par le manga aussi, l'animé avec Dragon Ball. Je jouais aux jeux Dragon Ball, c'était un peu du combat aussi. Donc j'ai toujours adoré ça. J'ai continué dans cette lancée. J'ai eu toutes les consoles qui ont suivi après. Et quand j'ai enfin eu ma première console à moi, pas à mon grand frère, j'ai acheté Street Fighter et c'était le début de l'aventure. D'accord. Ça représente combien de temps de jeu par jour pour moi qui suis complètement novice dans ce milieu-là? Je crois que j'ai jamais même eu une Game Boy. Donc ça va dépendre de ce qu'on va faire, ça dépend des jeux qui sortent aussi. On arrive des fois des jeux qu'on attend depuis longtemps et quand ça sort, forcément on passe nos soirées dessus.
Mais quand on parle vraiment d'entraînement, de performance, ça ne représente pas tant que ça finalement, parce qu'il n'y a pas que le jeu. Le jeu, ça va être la partie pratique, on va s'entraîner sur les choses qu'on a besoin. Il y a aussi beaucoup de mémoire musculaire, donc on va répéter des choses. Mais finalement, il y a toute la partie analyse, toute la partie préparation mentale, physique, etc. Donc finalement, on ne va pas jouer tant que ça va représenter peut-être 1 à 2 heures par soir, grand maximum, et puis ensuite tous les à côté. Là, c'est quand on parle vraiment performance, quand on parle loisir, ça va être peut-être un peu plus comme on peut le faire sur une autre activité de loisir quotidienne. Voilà. On imagine, alors j'imagine, mais c'est encore un stéréotype, que dans le monde du e-sport, on est très seul face à sa console. Est-ce que vous direz que c'est totalement l'inverse, qu'au contraire, c'est fédérateur ? Adrien ? Volcan Gaming, hein. Du coup, moi, c'est un truc sur lequel l'association, on appuie un peu dessus. Tous les mois, on fait une soirée membres, justement pour faire sortir les membres de chez eux. D'accord. Et c'était un truc que je me suis rendu compte, moi, quand je faisais du hockey. À côté de ça, j'avais des structures multigaming, mais qui étaient en France. Donc, du coup, c'était des gens qui jouaient en connecté ensemble. Après, on pense que c'est un monde qui est très solitaire. Mais il y a une série, du coup, qui est sortie sur Netflix aussi. Sur Netflix, sur une série. Sur une plateforme. Sur les plateformes. Et ça parle d'un joueur, justement, de World of Warcraft. Et ce jour-là, dans la vie réelle, il avait un handicap, donc jeune, il arrivait à marcher. Son handicap l'a de plus en plus handicapé, il était en séjour roulant, etc. Après, il ne pouvait plus trop bouger. Il jouait à WoW et ses parents ne savaient pas trop ce qui se passait, donc ils le voyaient jouer. Et après, une fois qu'il est décédé, ils ont fait un film Netflix sur sa vie. Et ils ont vu que dans le jeu, il avait une autre double vie en fait. Et à l'intérieur, il draguait des filles, il avait plein d'amis, il avait une guilde entière où il jouait tous les soirs. Il s'était vraiment créé un autre personnage grâce à ce jeu-là, quoi. Donc il avait vraiment une vie sociale à l'intérieur, mais c'est vrai que dans la vie réelle, c'était compliqué. Et même à son enterrement, il y a des joueurs de sa guilde qui sont venus à l'enterrement, qui ont écrit plein de messages aux parents et tout. Donc il y a quand même une magie à l'intérieur des jeux vidéo. Et nous, grâce à la structure Vulcan à Clermont, on essaie de faire sortir aussi les joueurs qui sont enfermés. Donc là, la dernière soirée membre, on a un joueur qui est venu nous rencontrer parce que lui, il se sentait justement tout seul un peu. Il est venu pour les études à Clermont, il a trouvé du travail, mais il joue tout seul et autre que ça, il est tout seul un peu dans sa vie. Et du coup, là, il est venu nous rencontrer et il a passé une bonne soirée. Et il veut revenir avec nous pour faire d'autres soirées et jouer avec nous. Donc c'est aussi ce côté-là. Il y a un côté renfermement, ok, mais quand on arrive à trouver des endroits et des structures, on arrive à se sociabiliser et à retrouver des amis. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du décrochage scolaire ou social quand on joue aux jeux vidéo. Donc avoir une vie à travers le jeu vidéo, est-ce que finalement ça ne nous décroche pas aussi de la vraie vie ? Après, ça peut dépendre aussi des types de jeux. Moi, je suis sur la partie plus compétition. Moi, c'est grâce aux jeux que j'ai parcouru le monde, que j'ai fait des compétitions à travers le monde, que j'ai rencontré les communautés aussi. J'ai rencontré de nombreuses personnes de diverses cultures. Et finalement, le jeu, c'était un peu notre dialogue commun à tous. On dialoguait via le jeu, on se comprenait via le jeu. Et finalement, là, au contraire, on va être sur quelque chose de très social. Moi, voilà, j'ai eu cette chance. Je sais que c'est un cas particulier, mais on a des compétitions qui se trouvent un peu partout dans le monde. Il faut les trouver. On a des associations comme Volcan qui créent aussi des événements locaux. Il faut y aller, il faut aussi sortir de son cocon et essayer de s'ouvrir aux autres. Et il y a des événements qui sont faits pour ça. La compétition est un très très bon vecteur. Et puis il y a plein d'autres, des soirées gaming, plein d'autres choses qui sont organisées autour de ça. Donc finalement, le jeu vidéo, effectivement, il y a un cliché qui est très dans l'isolement, etc. Finalement, c'est très social aussi parce que l'image change petit à petit et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour lutter contre ça. Comment t'en es devenu à devenir joueur pro, justement, semi-pro ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Il y a une différence entre les deux. Professionnel, c'est-à-dire vraiment, c'est ton activité, ça te permet de vivre de ça. Semi-professionnel, ça veut dire que ça ne suffit pas et on a un travail à côté. Voilà, c'est juste ça la différence. J'ai été professionnel, aujourd'hui je suis semi-professionnel, j'ai un job à côté pour mes besoins. Okay. Comment j'en suis arrivé là ? Un peu par hasard finalement, parce que moi finalement quand j'ai commencé, l'e-sport n'existait pas vraiment, en tout cas c'était les balbutiements de l'e-sport. Donc on parlait juste de tournois, on parlait d'aller faire son tournoi un peu local, de devenir le champion de la région. Et au final, ça a grandi avec l'e-sport. L'éditeur du jeu a commencé à créer sa compétition, qui s'appelle le Capcom Pro Tour. Et avec ça, de l'argent a été généré et des sponsors sont venus sur la scène. Donc en fait, moi j'ai continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire aller en tournoi, essayer de performer le plus possible. Et au final, c'est les sponsors qui ont commencé à m'approcher et après, on a commencé comme ça.
Donc c'est un peu un effet boule de neige parce qu'au début on commence, donc on investit finalement de son temps et de son argent pour aller en compétition, pour performer. Et puis finalement on peut faire que très peu de compétitions, donc c'est dur de se montrer. Et puis après quand on a un sponsor, c'est beaucoup plus facile entre guillemets parce que on a l'argent pour aller en compétition, pour se montrer beaucoup plus. Et puis après on enchaîne comme ça. Tant qu'on perf, on a ce qu'il faut. C'était ton but au départ ou tu faisais ça vraiment par passion? Non, pas du tout par passion parce que justement ça n'existait pas. Donc l'idée même de vivre du jeu vidéo était pas imaginable. Ça l'est venu petit à petit. Moi je suis sur un jeu qui est encore très niche quand même, c'est Street Fighter. Il n'y a pas une scène qui est aussi grande que d'autres jeux comme Counter-Strike, League of Legends ou d'autres. Donc c'est encore difficile d'en vivre. Cela dit, on peut trouver des formats semi-professionnels. On peut aussi se diversifier dans la création de contenu, dans le coaching, dans l'analyse. C'est des choses que je fais aussi à côté. Donc voilà, non, c'était pas prévu à la base, mais de fil en aiguille, c'est possible. À chaque compète, j'imagine qu'il y a un gain, un cash prize. Ouais. C'est quoi en moyenne le cash prize pour un semi-pro? Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais à chaque fois, ma réponse, elle est très décevante. Parce que voilà, on est curieux. Ouais, c'est ça. On va parler de compétition avec plusieurs milliers de joueurs. C'est difficile de finir toujours premier. Donc vivre de cash prize, c'est quasiment impossible. Donc comme je disais, il y a le Capcom Pro Tour qui existe aujourd'hui. Donc on passe par des phases qualificatives avec des tournois qui remportés donnent quelques milliers d'euros, mais c'est pas énorme. Et quand on se qualifie, ensuite on a les 40 meilleurs qui s'affrontent dans une compétition qui change de pays d'ailleurs chaque année. Et à la fin, le vainqueur, depuis 2 ans, gagne 1 million d'euros, de dollars plutôt. Mais ça, c'est que pour une seule personne parmi tous les joueurs qu'il y a dans le monde. Donc aujourd'hui, vivre du cash prize, c'est quasiment impossible. Les joueurs professionnels ne vivent pas de ça. C'est un bonus qu'ils ont. Parce qu'après, ce cash prize, ils doivent être reversés aussi à la structure. C'est les sponsors plutôt, du coup, pour les joueurs pros qui financent. C'est ça, ça va être les sponsors, ça va être aussi leur activité à côté. La création de contenu, c'est une très grande part. Parce que plus on est fort, plus on est visible et plus on attire aussi de l'audience. On va faire aussi d'autres activités, de l'analyse, on va conseiller des équipes aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont autour d'une activité de joueur professionnel. Mais le cash prize, c'est une infime partie. Après, si on est l'heureux vainqueur de l'année, là, forcément, oui, le million, il fait plaisir. Ouais. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est quoi, toi, le plus gros montant que tu as gagné? Le gros montant, c'est à 5 chiffres, mais pas beaucoup plus. On va être autour des 15 000, ouais. D'accord. Voilà. Ouais, et pour le monde parce que moi, je ne me rends pas compte, du e-sport, c'est beaucoup? Pour le monde du e-sport, c'est... pour Street Fighter, c'est beaucoup, en tout cas. Adrien qui fait... Bon, ça commence. Ouais, ça commence. Alors pour Street Fighter, c'est beaucoup. Comment j'ai eu ça? C'était une des ligues en Europe, la plus grande ligue en Europe qu'on avait remportée. Donc c'était un gros cash prize pour l'Europe. Il faut voir aussi que tout ça, après, c'est du cash prize qu'on reverse à la structure une partie. Il y a les taxes aussi, donc on ne reçoit pas directement cet argent. Ensuite, on va avoir du coup, dans les cash prize en moyenne, ouais, ça va être quand même moins que ça, globalement. D'accord. Et toi, tu joues beaucoup à Street Fighter. Exactement. C'est un jeu qui est considéré assez violent. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes ou aux parents qui sont un petit peu inquiets que leurs enfants jouent à Street Fighter en disant non, ça rend pas violent dans la vie? Non, c'est sûr. En fait, l'appellation jeu de combat, c'est finalement le pire ennemi du jeu de combat. Mais tout se joue autour de ça. Comment tu peux créer un gameplay où tu mets la barre de vie, le temps, la gestion d'espace, si ce n'est en passant par le combat. Donc c'est comme ça qu'ils le font. C'est qu'un vecteur finalement qui est destiné au jeu, mais pas l'inverse. C'est un ennemi, mais les éditeurs font en sorte qu'ils le cachent d'une certaine manière. Je parlais un peu des mangas tout à l'heure. Street Fighter, c'est un jeu très cartoon, très manga, donc on essaye de cacher un peu cette violence. Il n'y a pas de sang, par exemple. D'accord. C'est juste, on essaye de créer du combat. On a un contexte qui va juste servir le jeu, un peu comme la guerre pourrait l'être aux échecs. C'est juste un vecteur, mais c'est pas la fin en soi.
Toi, Adrien, tu es hyper impliqué dans la vie locale concernant le monde du gaming. Tu sensibilises comme ça les jeunes par rapport à des sports de combat, des e-sports de... C'est un peu le but. Après, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est essayer d'informer les parents sur... Il y a les petits PEGI. Donc sur chaque jeu, vous voyez, il y a les PEGI. Donc c'est un peu c'est pour structurer, encadrer surtout les jeux vidéo. Vous avez les PEGI pour les âges, PEGI 12, PEGI 18, etc. Comme Call of Duty et GTA où c'est PEGI 18. Et après, il y a aussi tout un tas de pictogrammes à l'arrière pour expliquer s'il y a de la violence, s'il y a de l'alcool, s'il y a des insultes. Et en fait, il y a tous les petits pictogrammes qui sont informatifs à l'arrière. Donc ça, on essaie d'informer les parents pour leur dire, quand vous prenez un jeu à votre enfant, regardez la boîte quand même à l'arrière. Parce que moi, j'ai joué à GTA à 12 ans. Mes parents n'étaient pas forcément formés là-dessus. Je leur disais, oui, t'inquiète, c'est normal que je suis en train de conduire une voiture et de rouler sur le trottoir. Du coup, c'est vraiment essayer d'informer, c'est surtout les parents, pour qu'ils savent un peu où ils mettent les pieds. Et pour aussi voir sur quel jeu jouent leurs enfants. S'ils jouent à Fortnite, c'est bon. Par contre, s'ils jouent à Call of Duty alors qu'il a 12 ans, l'enfant n'ira pas en prison parce que c'est pas une interdiction, c'est pas un délit. Mais d'un côté, c'est pas conseillé, quoi. Ouais. Tu as quoi d'autre comme initiative dans ton asso? Qu'est-ce que tu mets en place pour les jeunes, pour les gamers Du coup, côté Tu nous as parlé des rencontres, pardon. Ouais. Maintenant, tu nous as parlé de la sensibilisation. Tu fais autre chose? Côté associatif, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup d'événements. Donc nous, on essaie de vraiment s'installer sur la région. Là, on a fait un festival connexion avec le département qui a duré 1 mois. Okay. Où là, on a fait un tournoi intergénérationnel entre le parent-enfant. Donc, du coup, c'était en duo. Cool. Les parents venaient jouer avec leurs enfants. C'était pour montrer qu'il y avait une connexion, on pouvait jouer avec nos enfants. Enfin, c'était vraiment pour tous. Ça a bien plu. On a eu des bons retours justement des parents qui étaient contents parce qu'ils jouaient. Ils ont passé l'après-midi avec leurs enfants à jouer à Mario Kart. Du coup, le jeu est un sujet à plus la connexion entre les parents plutôt qu'une déconnexion. Ouais. J'aime utiliser un peu ce terme-là parce que des fois, on se sent déconnecté de nos enfants quand ils partent jouer tout seuls dans leur coin. Mais c'est vrai que la Switch de Nintendo est pas mal pour ça. Elle est faite pour le salon. Et elle est faite pour aussi, on a grands-parents qui jouent avec parents, avec enfants. Et tous les jeux sont un peu, c'est la cible de Nintendo comparé à Sony et Xbox qui eux font plus des jeux à grand public et puis pour les adultes. Et Nintendo, c'est vraiment la cible qu'ils ont, c'est les enfants. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont intéressants, autres que Mario Kart. Et il y a un jeu que j'aime bien, c'est 1-2 Switch. Où là on peut jouer en 1 contre 1 et il y a plein de mini-jeux, genre un jeu de sorcier, un jeu d'épée, et on est en face à face avec la manette et on se duelle, et c'est plein de petits duels comme ça, donc c'est super intéressant. Et après on fait aussi dans les EHPAD, donc là on a fait un tournoi dans les EHPAD Wii Bowling, donc pour les anciens, donc on veut faire un partenariat avec une grosse structure en France qui s'appelle Silver Geek, qui fait plein d'événements pour les anciens. Et on est en train de voir pour faire un truc avec eux, et du coup je parle aussi il y a Clermont Geek qui va arriver au mois de mars. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera publiée, mais il y a la Clermont Geek au mois de mars à Clermont. Et du coup, la Silver Geek fait souvent une finale là-bas dans les Wii Bowling avec plusieurs structures de la région. Donc c'est plutôt cool. Et, c'est sympa. Ouais. Ça fait beaucoup de seniors. Ouais, le public. Là, il faut qu'il y ait public. Pour la petite histoire, on a fait Festival Connexion. On a fait donc du coup, il y avait 4 EHPAD qui étaient là, et 4 EHPAD et maisons. Je sais plus le terme qu'on utilise parce que maintenant il y a des EHPAD et aussi des maisons pour. Oui, maisons de repos, un peu. Où ils ont leur propre appartement. C'est ça. Du coup, on a été dans 4 structures. Et on avait des duos par structure. Et du coup, les structures ont loué des minibus pour faire venir du public parce que les autres voulaient venir voir encourager leurs équipes. Donc du coup, on avait une 40aine de personnes qui étaient derrière les 4 équipes et ils avaient même fait des petits panneaux comme ça avec les prénoms et tout. C'était incroyable. C'est toi qui vas démarcher les EHPAD comme ça? C'est ton initiative? Du coup, on y a été avec. J'ai proposé le projet parce que l'année dernière, on a déjà fait le Festival Connexion. On avait juste fait un Mario Kart comme ça pour tester, ouvert à tout le monde. Et ça m'est venu l'idée de voir, parce que les parents venaient avec leurs enfants, et je dis ça serait cool de faire une connexion entre les deux. Et du coup, je l'ai proposé cette année, et on a proposé aussi de faire dans les EHPAD, puisque c'était un truc, moi ça me tenait aussi un peu à cœur de toucher un petit peu aussi parce que les anciens ont beaucoup à nous apprendre aussi. Moi ça me tient un peu à cœur ça. Et du coup, travailler, là on travaille avec Unicité en plus, Unicité qui ramène un peu des jeunes dans les EHPAD, pour justement redynamiser un peu le truc. Donc du coup, les jeunes sont là pour aiguiller les seniors à jouer à Wii Bowling. Et après, des fois, maintenant, on a les seniors qui me donnent des cours aux jeunes, dans certains, parce que pour la petite histoire, il y a 2 ans, à la Paris Games Week, c'est des Clermontois qui ont gagné le tournoi Wii Bowling. Donc c'était à Beaumont, c'était des Clermontois qui étaient champions de Wii Bowling à la Paris Games Week. Donc Paris Games Week, ça se passe à Paris une fois tous les ans. C'est un gros événement gaming qui est là depuis des années. Et que ça organise des compètes de jeux un peu dans le même esprit que ce que tu fais, ou je me trompe là? Non, c'est vraiment ça. D'accord. Et tu sens qu'il y a un engouement de ces seniors par rapport aux jeux vidéo? Oui, parce que certains sont des fois en fauteuil roulant.
Et du coup, la manette, ça permet, comme on parlait tout à l'heure de la personne qui était handicapée, ça permet de continuer à vivre un peu, outre en étant dans le siège, dans le fauteuil. Donc du coup, là, quand ils font un bowling, ils sont là avec la manette, ils arrivent à jouer au bowling alors qu'ils sont quand même dans le fauteuil. Donc ça permet une certaine liberté. Et là, tout le monde à égalité. Donc du coup, que tu sois valide ou dans la chaise, ta manette, tout le monde a sa chance pour gagner. Parce que là, du coup, en finale, on avait 2 personnes en fauteuil et du coup, ils ont réussi à. Bon, ils n'ont pas gagné la finale, ils étaient dans les 4 duos finalistes. Mais après, ils ont été en finale et ils ont perdu en finale. Ils ont été 2e, mais c'est pas. Ah, mais quand même. C'est bien. Les jeux deviennent de plus en plus inclusifs aussi autour du handicap. Street Fighter est un bon exemple aussi parce qu'il rajoute des options dans le jeu, notamment par exemple pour les non-voyants, on a une sorte d'effet sonar. Ah ouais. Et on a un joueur pas professionnel, mais qui a un très bon niveau, qui s'appelle Sven, c'est un Hollandais, qui va parcourir aussi le monde, faire des compétitions, et il a déjà battu des joueurs professionnels sur scène. Alors du coup, c'est un peu particulier quand il joue, parce que la musique du jeu est coupée, on met les sons au maximum pour qu'il puisse entendre ce qui se passe. Il a aussi un plan de jeu très particulier, où il va, par exemple, envoyer des projectiles pour que, dès qu'il entend que le projectile touche quelque chose, ça veut dire que voilà, l'adversaire est à cet endroit-là. Donc il va avoir un plan de jeu un peu particulier. C'est perturbant pour les 2 joueurs finalement, parce que aussi la personne en face se dit mais qu'est-ce qu'il fait exactement, je comprends pas. Et du coup, faut s'adapter et ça crée un tout nouveau plan contre une personne non voyante. Donc c'est super intéressant. Street Fighter et plein d'autres licences essayent de mettre ça en avant le plus possible pour que tout le monde puisse jouer. Pareil, on a des appareils adaptés, des manettes adaptées. Donc niveau inclusivité. Et de plus en plus d'efforts qui est fait. De plus en plus de choses qui sont mises en place. Toi, c'est un domaine dans lequel tu es naturellement doué ou il y a vraiment de l'entraînement? Alors ça, c'est un débat sans fin. Je pense qu'il y a une part des deux, très honnêtement. J'ai vu beaucoup de talents purs être gâchés par un manque de travail et pareil, du travail acharné qui ne paye pas forcément par un manque de, on va pas dire talent, mais de naturel, en tout cas sur la pratique. Donc c'est un mélange des deux. Les plus gros joueurs, ceux qui peuvent prétendre justement aux millions que je parlais tout à l'heure, c'est clairement un mélange des deux. C'est un talent pur, mais en même temps un travail acharné. Ils connaissent le jeu jusqu'au moindre détail. Ils ont vécu énormément d'expérience. Sur chaque situation, ils ont leur réponse. Ça, on ne peut pas le faire juste avec du talent. C'est énormément de travail. Donc voilà, il y a un peu des deux. On peut atteindre un certain niveau juste avec du talent, clairement l'expression y aller au talent. Et on peut aussi atteindre un très haut niveau avec du travail. Moi, je ne me considère pas forcément comme ayant beaucoup de talent. Moi, je suis plus dans la partie analyse. J'aime beaucoup travailler le jeu. Et jamais y aller au talent, finalement, toujours y aller avec une préparation et ça paye. Mais par contre, est-ce que j'ai le niveau aujourd'hui pour atteindre ce million? Je vois qu'il y a quelque chose qui me manque peut-être. Donc on continue de travailler évidemment, mais voilà, je pense que d'un commun accord on va tous se dire qu'il y a une part de talent et il y a une part aussi de travail. Le mélange des deux fait les plus grands champions. Quand tu dis que tu es dans l'analyse, c'est-à-dire c'est des choses que tu dois répéter sur la manette, parce que moi je débarque, c'est des combinaisons à savoir. Il y a des combinaisons à savoir, effectivement. Donc on va parler par exemple sur Street Fighter de combos. Dans les anciens Street Fighter, alors aujourd'hui ça tend à se faciliter d'une certaine manière pour s'ouvrir un plus grand public, mais on va parler de just frame, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche à la 60e de seconde près pour que les combos puissent rentrer. Donc ça, c'est énormément de mémoire musculaire. On répète, si j'arrive pas à faire ce combo 10 fois d'affilée, je repars du début et je refais. Ça, c'est la partie un peu rébarbatif de l'entraînement. Après, on va avoir plus la partie analyse vraiment du jeu. Chaque coup a une certaine portée. On va essayer de travailler sur la portée des coups pour attirer quelque chose et punir l'adversaire. Chaque coup aussi a ce qu'on appelle une frame data. Donc en fait, la frame data, c'est... Là, ça y est, tu m'as perdu. Voilà, mais là, il faut expliquer un peu pour voir un peu la partie analyse. Mais en gros, chaque coup ou chaque mouvement a une durée dans le temps, et c'est ce qu'on appelle des frames dans le jeu vidéo. Il faut connaître un peu ça pour savoir exactement ce qu'on va faire sur telle action. J'ai un avantage quand il me met ça, j'ai pas d'avantage. Faut travailler tout ça. Pareil, ça passe par de l'analyse vidéo, comme au sport. Tu regardes les jeux que tu as fait, d'accord. Ouais, je regarde mes parties, je regarde aussi celles de mes adversaires. Je regarde les habitudes qu'ils ont, pourquoi il fait telle action à tel moment. Faut travailler tout ça, c'est quasiment obligatoire à plus haut niveau parce que
Les compétitions Street Fighter, c'est en 2 matchs gagnants. Et 2 matchs gagnants, ça va extrêmement vite. Donc si on n'est pas préparé, on ne peut pas se permettre d'avoir une partie de surprise. En fait, il faut déjà être prêt, il faut savoir qui on affronte. Et malgré que ce soit un premier à 2, il faut faire comme si on avait déjà fait 10 matchs avant et qu'on puisse y aller. Donc il y a une grosse partie entraînement rébarbatif avec les combos. Et une partie, alors moi j'appelle ça plus ludique, c'est peut-être pas ludique pour tout le monde, mais cette partie analyse, on décortique un peu le jeu. Ça, c'est ce qui te fait ouais, vibrer un peu dans la pratique. Exactement. Je sais que quand on a des compétitions qui sont en solo, donc on est seul et on avance dans un arbre classique de tournoi. On a aussi des compétitions qui sont par équipe. Donc malgré que le combat se fasse en 1 contre 1, si ton coéquipier perd, c'est le suivant qui arrive, etc. D'accord. Moi, j'aime bien quand on fait des compétitions en équipe, être celui qui va analyser, qui va coacher en amont, donner les petites fiches. Voilà, contre lui, tu vas faire ça, ça, ça. Lui, il fait ça, ça, ça. Ça, c'est une partie que j'adore faire et ça marche parce que vraiment, c'est obligatoire quasiment. D'arriver préparé à une compétition, c'est obligatoire. Les joueurs n'ont pas toujours envie de faire ce travail-là. Moi, j'aime bien arriver et donner des petites fiches et gagner grâce à ça. Des fois, ça fait vraiment plaisir. C'est sûr. Tu le fais, toi, ça, Adrien, ou toi, tu joues plus à la cool, je dirais? Mais après, moi, je joue plus à la cool, puisque comme je l'ai fait au hockey sur glace, mais tout ce qu'il dit, je le retrouve un peu là-dedans. C'est comme mon père joue au foot, j'ai des potes qui jouent au rugby. On a tous un peu ce côté-là dans le côté sport, quand on se met un peu au sérieux. On est toujours regarder ce qu'on a fait en vidéo, des fois. Il y a une vraie tactique et une vraie technique. On apprend beaucoup en se regardant en vidéo, parce que des fois, on se dit, quand on dit, t'as fait ça? Non. Des fois, on dit, non, j'ai pas fait ça. Et quand on regarde en vidéo, on fait, si, regarde, tu l'as fait. Du coup, les jeux vidéo, c'est pareil, le hockey, c'est pareil. Nous, c'était la répétition, comme il parle de répétition. C'était les tirs, pareil, nous les tirs, faut tirer pour arriver à viser. C'est exactement pareil, sport et niveau e-sport aussi, il y a plein de similitudes. Et après, moi je suis plus loisir. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais comme j'étais côté hockey, j'ai fait beaucoup de loisirs. Ma seule performance que j'ai fait, c'était sur World of Warcraft, où on était dans une guilde top 3 Europe. Et moi j'étais raid leader, donc je gérais 25 personnes. Donc c'était les soirs où on s'entraînait pas. Du coup, on était pas mal. C'était une année où j'étais en alternance à Rouen, donc c'était une année un peu off au hockey. Et je passais longtemps, du coup, dans les jeux vidéo, puisqu'à Rouen, j'ai pas trop d'amis. Je l'ai vécu aussi, le côté social, un peu tout seul, cette année-là. Et c'était l'année où j'ai un peu perdu sur WoW, où on a fait un peu des trucs qui étaient pas mal, mais sinon, moi, c'est que pour le fun, quoi. J'essaie de monter sur les classements en solo, mais c'est tout. Tu vois, tu parlais de regarder ces matchs, etc. Je pense que c'est une des choses qui est le plus dur mentalement, de regarder ses défaites et d'apprendre de ses défaites. Ça, moi, j'ai été coaché par rapport à ça pour ce qu'on appelait la résilience mentale. C'est apprendre de ses erreurs, ne pas tilt, comme on dit en e-sport. Parce qu'en tournoi, voilà, comme je disais, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc forcément, on est souvent confronté à l'échec. Perdre un round, prendre une mauvaise décision, ça arrive très vite. Il faut savoir rebondir là-dessus. Quand on perd le match, rebondir directement sur ce match. Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux améliorer directement? Parce que les matchs s'enchaînent directement après. Ça, c'est quelque chose de très, très important dans la vie de joueur pro. Quand tu es en compète, sur l'année, ça représente quoi, les vraies compètes? Ça va dépendre. Alors malheureusement, depuis l'arrivée du Covid, c'est beaucoup plus en ligne. Okay. Là où avant le Covid, c'était beaucoup plus en présentiel. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a le circuit Capcom Pro Tour qui avait été fait. Et là, le but, c'était d'aller un peu partout dans le monde, faire des tournois. Dans ces tournois, on engrange un certain nombre de points en fonction de son classement. Et à la fin, les 36 meilleurs vont s'affronter pendant les finales. Donc là, c'était faire des déplacements un peu partout, récupérer des points. On avait des étapes aussi qui permettaient de se qualifier directement. Donc là, c'était là où il y avait le plus gros joueurs qui venaient pour essayer de choper la première place. Alors ça dépendait un peu le statut. Il y avait aussi des ligues qui étaient créées. Moi, je me souviens d'une ligue en 2018 où je devais être tous les vendredis à Londres pour faire une ligue en Angleterre. Donc j'enchaînais Londres, puis après je repartais dans un autre pays pour faire la compétition, essayer de me qualifier au Capcom Pro Tour. Ça va dépendre un peu du statut, de ce qu'on cherche aussi. Et des fois, on ne cherche pas forcément à se qualifier à la Capcom Cup ou au Capcom Pro Tour. On va essayer d'être plus essayer de performer en local. C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, justement, parce qu'après le Covid, toutes ces compétitions ont fermé, entre guillemets. Le Capcom Pro Tour a beaucoup plus fait des étapes en ligne. On va essayer de se qualifier à travers notre région. Donc la région, ça peut être la France, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est des régions très disparates. Okay. Et là, on a 2 chances de se qualifier.
Et si on ne passe pas, on n'est pas qualifié à la Capcom Cup. Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus en ligne. On a quelques rendez-vous quand même annuels. Par exemple, si je prends Street Fighter, on a l'Evo qui se passe à Las Vegas, on a la Capcom Cup qui va se passer au Japon cette année, le Red Bull Comité qui va se passer à Paris. Enfin voilà, plein d'étapes quand même qui restent, mais c'est quand même moindre par rapport à ce qui se passait avant le Covid. Il y a un côté assez addictif, du coup, à ces jeux vidéo. Vous arrivez vraiment quand même à décrocher. Bon, toi, peut-être, Adrien, un peu plus, parce que c'est plus un côté passion, mais toi, tu arrives à décrocher, Florent? Ouais, j'arrive à décrocher justement parce que l'entraînement pur, vraiment sur le jeu, représente qu'une petite partie finalement. Faut quand même avoir un bon équilibre de vie, équilibre de sommeil. Comme je disais aussi, j'ai un job à côté, donc ça me prend pas mal de temps. T'as un vrai 35 heures à côté? J'ai un vrai 35 heures. T'es pas... Exactement, un peu plus même. Ouais. Mais oui. Du Rien coup, à voir avec le monde du e-sport à côté ou un alors, petit peu rien quand à même. voir, mais je suis quand même dans le développement informatique. Ce qui arrive très souvent dans l'e-sport, on va pas se mentir. Mais oui, du coup, j'ai quand même pas mal d'activités à côté qui me permettent de décrocher. Le sport aussi, qui est très très important. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités qui sont liées à l'e-sport finalement après. Ouais. Et toi, Adrien? Moi, après, des fois, ça dépend des sorties, comme disait Florent, quand il y a des jeux qu'on attend depuis un certain temps. Des fois, ça peut arriver qu'on fait des nuits blanches, des fois les week-ends aussi dessus. Tu te mets dans ta petite bulle. Ouais, tu te mets dans ta petite bulle et tu joues avec tes potes. On se rejoint entre potes sur un serveur Discord, donc c'est un vocal sur Internet. Et du coup, on se rejoint dessus et des fois, on passe des nuits dessus à jouer. Alors là, il y avait une sortie, c'était un peu comme Pokémon. C'était un jeu où c'était un univers ouvert. Et puis là, il fallait choper plein de petits personnages et tout. On a joué une nuit entière, on a ouvert un serveur, on s'est mis là-dessus. On n'a pas lâché, mais c'est vrai que sur WoW, j'ai passé pas mal d'heures aussi. Parce que WoW, j'ai passé 6 ans de ma vie dessus, outre le hockey. Et quand j'ai fait Parce qu'on peut savoir le nombre d'heures qu'on a joué sur son perso. Quand j'ai fait Slashblade, j'ai plus de 1 an de jouer sur le perso. Donc quand on a 450 jours sur un perso, on est là. On a joué un peu beaucoup quand même. C'est beaucoup la nuit, vous jouez, j'ai l'impression, non? Le soir. Le soir. Oui, après, c'est vrai que quand on a son petit 35 heures, son gros 35 heures, forcément, c'est le soir. Au moment où j'étais à Rouen, je rentrais chez moi à 17h, 17h30, j'allais courir un peu, j'allais faire un peu de sport, à 18h, j'étais sur le PC jusqu'à 1h du matin. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup d'heures. Donc il y a un vrai côté addiction quand même. C'est difficile de décrocher. Quand vous êtes dans le jeu, En fait, on voit pas le temps passer. Je sais pas toi, mais ça, c'est vrai. C'est comme mon père qui faisait du foot, il m'a raconté ça. Quand tu vas à l'entraînement, tu vas pas avec tes potes, tu vois pas le temps passer. Ouais. Je sais pas, quand vous faites du sport, souvent c'est comme ça, quand on est à fond. Il y a un nom pour ça, souvent quand ils parlent de ça, on passe dans un mode un peu flow. Et on voit pas, enfin on est à fond dans le truc et on voit pas le temps passer. Donc ça peut être autant dans le gaming que dans n'importe quel. À partir du moment où on est dans une activité qu'on aime bien, on passe dans ce truc-là et si on voit pas l'heure passer, on voit pas l'heure passer. Puis les jeux vidéo, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive dans des univers. Des fois qu'on aime, on va chercher ces univers-là, donc on se met dans un univers qu'on aime bien, fantastique, futuriste, médiéval, peu importe. Et du coup, on oublie carrément le temps. Et si on n'a pas de réveil, on n'a rien. Si on n'a pas une personne autre que ça qui arrive de l'autre côté qui dit oh, il est l'heure d'aller se coucher, il faut aller faire quelque chose. Des fois, on regarde l'heure, 3h du matin. C'est compliqué des fois. Ouais, ça pique un peu. Ouais. C'est quoi tes projets maintenant avec ton asso? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Du coup, là, on prépare on essaie de structurer un peu la Clermont Geek. On est présent depuis 4 ans maintenant là-bas. Ça va être la 4e année. C'est quoi la Clermont Geek? Donc la Clermont Geek, c'est un événement qui regroupe la pop culture à Clermont-Ferrand depuis, je vais dire des bêtises, si je dis peut-être 5-6 ans. Si on compte la Japan Event. Il y avait Japan Event, ça s'appelait Japan Event avant. C'était au Polydome. Après, là, ils ont déménagé. Donc ça fait 3 ans qu'ils ont déménagé au Zénith maintenant. Et nous, ça fait la 4e année qu'on est là-bas. Non, du coup, ça fait 4 ans, puisqu'on est arrivé la première année. Donc, ça fait 4 ans qu'ils ont au Zénith maintenant. Ça va vite. Du coup, on essaie de structurer, de rester quand même positionné là-bas, parce que c'est un moment où tous les gens de la pop culture se retrouvent à Clermont, et même outre, puisque ça vient dans toute la France. Il y a le week-end l'année dernière, c'était 28 000 personnes qui sont venues tout le week-end. Ouais, j'allais te demander, c'est énorme. Ouais, ça commence à être pas mal. Ouais. On n'est pas les seuls. Il y a un gros côté pop culture dans le gros hall numéro 1. Et après, ils ont ouvert le 2e hall au Zénith. Et là, il y a du jeu de société, ça touche vraiment tout en jeu de société. Il y a du cosplay, il y a plein de choses. Et nous, on a la partie gaming avec une autre association qui est Level One. Level One, c'est une structure qui était avant nous et eux, on fait vraiment des choses différentes. Eux, ils ont toutes les consoles rétro. Donc, si vous allez là-bas, vous jouez à Street Fighter, les anciens Street Fighter, tout ça, vous tomberez sur eux, ils sont super cool. Et nous, après, du côté Volcan, on est plus là côté nouvelle génération, un peu les nouveaux PC, nouveaux jeux, etc. Donc, c'est vrai qu'on se complète un peu là-dessus. Et c'est vraiment structuré ça. On fait 4 tournois durant tout le week-end, sur 4 jeux un peu différents,
avec une petite scène à la fin, on sera avec Florent. On fera un tournoi Street Fighter cette année, donc du coup ça va être cool. Et après, c'est on aimerait bien redévelopper des équipes e-sport, puisqu'on avait des équipes sur plusieurs jeux comme League of Legends. On avait commencé à faire les étapes d'Open Tour. Donc comme parlait au début, l'étape d'Open Tour, c'est vraiment la porte d'entrée pour le circuit League of Legends. Et du coup, on a fait 2 étapes. Et la deuxième étape, on s'est fait prendre des joueurs par une structure au-dessus qui avait des financements. Donc après, c'est essayer nous de trouver des financements pour nous aussi structurer un côté staff, un côté entourage d'équipe et avoir nos équipes derrière. Puisque le truc qui est bien en associatif, c'est que nous, on est là pour trouver des joueurs, les faire voir un peu sur la scène grâce à Twitch, le réseau qui permet de diffuser un peu les jeux. On est là pour faire un petit tremplin pour les joueurs. Mais du coup, dès qu'il y a une structure qui voit qu'on a un bon joueur, qu'on perf, grâce à ce joueur-là, ils nous le prennent parce qu'ils ont un peu de finance. Et nous, du coup, si on perf pas, du coup, on n'arrive pas à trouver de financement. Donc, c'est un petit peu un truc qui se mord la queue pour les associations en France. Mais ça se développe de plus en plus. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup ce que j'ai vécu au hockey sur glace, parce que c'est un peu pareil au hockey sur glace, quand on forme des jeunes. Là, nous, à Clermont, on a beaucoup de bons jeunes. Ça, c'est comme on évolue qu'en 2e division. On se les fait prendre par des structures. Comme là, on avait 2-3 bons jeunes qui sont partis à Grenoble en Ligue Magnus, à Amiens et tout. Enfin, les Ligues Magnus se servent dans les bons joueurs des bonnes équipes. Donc le côté associatif, c'est ça, c'est vivre, mettre en tremplin les joueurs, arriver à bien structurer quand même pour avoir un staff pour garder des équipes. Donc là, comme on s'est fait prendre 2 joueurs, on n'a pas pu garder l'équipe League of Legends, donc on a arrêté. Et du coup, c'est ça qui est compliqué un petit peu au niveau associatif. Donc on aimerait bien structurer le côté staff pour avoir des équipes et garder un peu nos joueurs, au moins une saison, on appelle ça des saisons ou des splits, pour au moins finir le split. Et après, là, qu'ils partent, ok, mais au moins qu'on se les fasse pas prendre au milieu. Quand on se fait prendre au milieu, du coup, quand on a 5 joueurs, ça fait plus 4, il faut retrouver un pour le remplacer. Souvent, ils ont un poste bien particulier. Sur League of Legends, il y a des lanes, donc des phases un peu donc si on s'en ferait prendre un sur une lane, on peut pas forcément déplacer le joueur sur l'autre, donc c'est compliqué. Et après, on avait une bonne équipe Rocket League, c'est un jeu de foot avec des voitures. Donc là, on avait rejoint donc c'était une compétition créée par une association en France. Donc on était plutôt pas mal, on montait des échelons, chaque saison on montait les échelons. Et après pareil, on s'est fait prendre l'équipe un peu par une autre structure qui avait des financements. Donc, ok, au moins ils savent d'où ils viennent. Mais... Comment tu recrutes tes membres au départ ? Les membres, il y a une différence entre membres et joueurs. Membres, on les prend, c'est ceux qui veulent venir dans l'association. Oui. Donc, tes joueurs, pardon, je voulais dire, excuse-moi. Les joueurs, eux, on fait souvent une phase de recrutement. Donc on les invite, on essaie de regarder, on a un peu des chasseurs de tête. Comme un casting. C'est ça, un casting pareil. On les fait jouer à sur plusieurs parties, sur plusieurs soirées, on teste sur plusieurs soirées avec un coach et on regarde les résultats, on regarde parce que des fois on a des bons joueurs mais qui ne s'entendent pas avec l'équipe. Donc du coup, par exemple, je prends l'équipe Rocket League, on a 3 joueurs, on joue en 3v3. On avait 2 joueurs déjà parce qu'on en avait un qui était parti. Du coup, il fallait qu'on trouve un 3e. On avait un très bon 3e joueur mais il ne s'entendait pas avec l'équipe. Donc du coup, ça faisait pas une bonne performance. On avait un second joueur qui était un peu moins bon techniquement, mais qui s'entendait mieux avec l'équipe. Donc du coup, on l'a pris et là, on a plus réussi à performer. Donc du coup, c'est des soirées de try. On appelle ça des try pour entraîner et pour essayer. Et du coup, on fait ces soirées-là, on prend l'équipe et après, on y va. Tu as des aides, des financements de la région aujourd'hui ou du département ? Là, actuellement, on n'a pas de financement. Donc on vit de nos événements. C'est nos événements qui permettent de nous construire, puisque comparé à certains projets, c'est ce qu'on vit en tant qu'association. Je fais partie d'un groupe, c'est l'UAEF, donc l'Union des associations e-sportives de France, qui est créée par France e-sport. France e-sport, c'est une structure qui essaie de développer le côté gaming au niveau du ministre, etc., enfin au niveau de la politique. Essayer de voir un peu pour essayer de développer le côté e-sport, pour montrer, pas que ce soit égal au sport, mais qu'on ait quand même un peu de... Par exemple, une action qu'ils ont menée, c'est d'avoir les billetteries au même tarif que le sport ou la culture, puisque le e-sport c'était considéré, on n'avait pas 20% de taxes, alors que le sport et la culture c'est 5%. Donc c'est un exemple d'action qu'ils ont fait pour qu'on arrive à avoir un peu plus qu'on fasse moins payer les joueurs nous sur la billetterie, surtout les gens qui venaient à nos événements. Donc c'est un exemple d'action qu'ils font. Et l'UAF du coup est là pour aider à structurer les associations, puisqu'il faut savoir que 80% des associations en France e-sportives, quand elles se créent, souvent c'est des jeunes qui créent pour eux. Elles ne vivent pas plus de 3 ans. Puisqu'ils sont là, on va trouver des financements, on va réussir et tout, mais comme dit Florent tout à l'heure, il y a un gagnant souvent dans une compétition, donc souvent les cash prize et les récompenses sont pour les 3 premiers, donc souvent c'est pas reversé à ceux qui arrivent des fois à se qualifier, etc. Donc il faut vraiment être dans ce top 3 pour vraiment gagner un petit peu de sous. Donc quand on monte une structure, on n'arrive pas forcément à perdre tout de suite, donc du coup on arrive dans les 8e, 6e et tout, donc on ne trouve pas forcément de financement. Et si on se lance pas comme, moi j'ai choisi le côté événementiel, si on continue à vouloir vraiment garder des équipes e-sport ou à faire ça, trouver des partenaires c'est compliqué quand tu te fais pas voir, etc. Donc ça se mord un peu la queue, puis du coup l'association n'arrive pas à vivre.
Moi, j'ai pris le côté événementiel pour essayer de nous construire une réputation un peu à Clermont, pour essayer de montrer qu'à Clermont, on voulait faire des choses, avoir des financements pour qu'on grandisse, qu'on s'achète des consoles et qu'on puisse continuer à faire des événements là-dessus. Par exemple, là, on a une Switch, on va acheter une PS5, etc. On a un PC. Et vraiment se faire connaître à Clermont pour pouvoir commencer à avoir des subventions. Mais pareil, côté subvention, c'est compliqué à demander quand on ne sait pas par où passer. Donc là, on a demandé des subventions pour voir si on peut avoir un peu de subventions pour nos projets. Et du coup, là, non, pour répondre à financement, on n'a pas de financement de la ville ou du département. Mais après, on a travaillé pour le département qui nous ont fait le Festival Connexion, qui sont contents qu'on soit là. Donc, on est en train de voir avec eux s'ils peuvent commencer à nous financer des consoles. Peut-être un lieu aussi, puisqu'on n'a plus de local. On avait un local avant, on faisait partie du projet Clermont Capitale de la Culture 2028. Donc, c'était un projet, c'était une association qui était là pour promouvoir la capitale culturelle. Donc, du coup, tous les ans, je crois, il y a une capitale culturelle qui est élue. Et nous, on avait un projet pour 2028. Donc, on était en finale en France contre 3 autres villes. Et c'est pas nous qui avons gagné, du coup. Donc, l'association a arrêté. Mais nous, on faisait partie de la structure. Donc, on avait un local avec eux. Et on était bien placés, on était place de Jaune, donc c'était plutôt cool. On a un beau local. Mais du coup, là, on est en recherche de local aussi. Donc, ça serait cool de retrouver un local. Après, pareil, côté associatif à Clermont, c'est assez je vais pas dire blindé, assez rempli. Du coup, parce qu'il y a pas mal d'associations qui font pas mal de choses, donc c'est cool. Ouais. La vie associative est vraiment bien à Clermont, mais c'est vrai que pour des locales ou pour se placer quelque part, c'est vite complet. Donc c'est de trouver après, il faudrait trouver un local qu'on puisse louer, mais pareil, il faut avoir des financements derrière ou il faut avoir des rentrées d'argent par mois. Donc du coup là, on a des rentrées d'argent qui arrivent des fois, mais c'est pas encore assez ponctuel et assez redondant pour qu'on puisse avoir un local vraiment et se positionner, quoi. Ouais, il faudrait des rentrées plus journalières, je dirais, enfin plus quotidiennes, quoi. Le truc, c'est qu'on pourrait faire plus d'événements, on a des demandes, donc on peut faire des événements la journée aussi. Le problème, c'est qu'on travaille tous. Nous, à côté, on n'a personne on n'a pas encore d'employés dans l'association. C'est ça aussi qu'on aimerait construire. J'ai été voir une association qui m'a formé pour devenir association employeuse, donc pour pouvoir créer un poste. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait créer un poste pour pouvoir faire plus d'événements aussi la journée. Parce que nous, souvent, c'est la soirée, les soirs ou les week-ends, puisque comme on travaille tous à côté. Et avoir un poste, ça serait cool, puisque ça débloquerait aussi en plus de fonds. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord qu'on structure et qu'on ait des fonds pour créer ce poste. Donc pareil, c'est des choses qui se mordent un peu la queue, mais il faut arriver à trouver un moment le bon pied pour attaquer d'un côté. C'est comme la poule ou l'œuf, dans quel sens c'est arrivé, c'est un peu pareil. Et là, c'est soit trouver des financements. Là, on essaie de mettre des sous de côté pour justement créer ce premier poste, pour pouvoir avoir quelqu'un full sur Vulcan en 35 heures, du coup, pour faire de l'animation. Et après, ça pourrait débloquer. Ouais, j'ai débloqué plein de trucs. Ouais, mais après, lui, il est plus joueur, moins animateur. Quand je parle, il y a aussi ce concept animateur. Le mot est très large. Nous, on prend des animateurs pour des événements. Et animateur, des fois, quand tu dis sur Twitch, sur ces trucs-là, comme du créateur de contenu, nous, on ne cherche pas trop de créateurs de contenu pour l'instant. On n'est pas... Dans notre structure, on est vraiment personne. Moi, je suis personne sur le côté gaming. Donc, du coup, pour parler de ça, c'est comme Carmine Corp ou Gentleman, quand ils sont créés par Kameto ou tout de suite, Squeezie, ça prend eux, ils ont différent. une influence, ils ont des sous pour investir dedans. Nous, moi, j'avais rien, j'avais que mes propres fonds, mais pas une visibilité. Donc, du coup, nous, on doit passer par le côté, on cherche des portes un peu dérobées, donc on est passé par l'événementiel. Donc l'événement, ça rapporte un petit peu de sous pour l'association, pour structurer. Donc on fait des événements. Mario Kart, ça marche beaucoup, puisque c'est intergénérationnel, c'est pour tous les sexes, etc. Et puis après, on a fait du FIFA aussi. Et du Counter, du League of Legends, pas mal de choses, mais c'est vrai que le Mario Kart, ça marche bien. Alors qu'est-ce qu'on te souhaite dans les 5 prochaines années pour ton asso ? Beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup trop d'idées, donc on va s'arrêter aux équipes e-sport et continuer à se faire... Parce qu'on aimerait, nous, c'est vraiment représenter Clermont. Donc être la structure de Clermont-Ferrand au niveau national et peut-être après Europe et international. Donc c'est ce qu'on aimerait être plus tard, mais après on verra. Mais, j'ai beaucoup trop d'idées, donc on va s'arrêter à ça. Il y a une grosse démocratisation du e-sport aujourd'hui. Vous voyez où la place du e-sport dans 5 ans, 10 ans ? C'est grandissant, clairement. En fait, nous, on est une génération où on l'a vu se créer, on l'a vu se former et aujourd'hui grandir. Aujourd'hui, il y a une génération qui grandit avec l'e-sport. Donc, leurs stars, finalement, sont un peu les gens qui viennent de l'e-sport. Ils essayent de ressembler à ces stars-là. Pareil, tu parlais de Kameto, par exemple, pour les équipes. Les équipes de e-sport deviennent de plus en plus liées à l'influence aussi, avec des figures de proue, finalement, qui vont créer leur structure, qui vont aussi la leader. Et du coup, clairement, on va avoir, je pense, une explosion de l'e-sport à venir. On manque aujourd'hui de structure, on manque d'infrastructure, on manque
d'aide des infrastructures locales, des institutions locales. Il faut qu'on avance de ce côté-là pour être prêt justement à ce boom de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même une bulle. Il ne faut pas qu'elle explose. Il faut qu'on la contrôle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est lié à beaucoup de facteurs, mais en tout cas, ça grandit et ça va continuer à grandir, je pense. Oui, donc il faut vraiment s'attarder sur ce domaine et Ouais. créer des vraies structures adaptées, comme le hockey, par exemple. Exactement, comme le sport finalement, de manière Ouais. générale, qui ont leur fédération. C'est peut-être un peu plus dur dans l'e-sport parce que justement, c'est très lié au jeu. Les jeux, derrière, il y a un éditeur qui contrôle un peu ce que fait le jeu. Je ne peux pas dire demain, je crée une compétition de handball, je ne peux pas créer une compétition de Street Fighter comme ça. Donc il y a des freins aujourd'hui et il faut savoir comment on va les passer et peut-être créer quelque chose autour de l'e-sport de plus sympa. Écoutez, merci à vous pour ces échanges. J'ai appris énormément parce que je partais de zéro. C'était très intéressant. Et puis, pour notre communauté, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. À bientôt.